Quand mon mari m'a cassé les côtes et est parti, mon fils de 5 ans a pris mon téléphone et a dit « C'est à ça que sert grand-père. Grand-père, viens vite. Maman ne peut plus respirer. » Chaque mère doit entendre ça. Certaines choses laissent des marques qu'aucun temps ne peut effacer, pas sûr. Votre peau, mais plus profondément, dans la partie de vous qui croyait autrefois que la personne dormant à côté de vous ne deviendrait jamais la chose que vous craignez le plus. Je le sais maintenant. Je l'ai appris un mardi soir de novembre, quand la pluie tombait si fort qu'elle faisait trembler la fenêtre de la cuisine, et que la main de mon mari s'est abattue encore plus fort. Je n'ai pas crié. Cela m'a même surprise à l'époque. Après tout ce qui s'était accumulé au cours de 3 ans de mariage, les petites cruautés, l'argent que je lui avais donné, les amis que j'avais cessé d'appeler parce qu'ils ne les aimaient pas, quand le moment est enfin arrivé, je n'ai pas fait un bruit. J'ai juste heurté le linoléum de notre appartement de Seattle et je suis resté là. Une main pressée sur mes côtes, regardant ses chaussures faire les 100 pas devant moi comme un métronome. Son nom était Carter. Carter Wills. Quand nous sommes rencontrés, il était le genre d'homme qui tenait les portes et se souvenait de ce que vous commandiez au café. Il riait facilement, dépensait généreusement, et m'a dit lors de notre 3e rendez-vous que j'étais la personne la plus équilibrée qu'il ait jamais connue. J'avais 28 ans et je travaillais comme infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants Cascade. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui en valait la peine. Je n'ai pas vu l'autre version de lui avant que nous soyons mariés. Cette nuit-là, il était furieux à propos de l'argent. Il était toujours furieux à propos de l'argent, mais cette fois, c'était le compte d'épargne joint que j'avais ouvert à nos 2 noms quand nous avions emménagé ensemble. Il l'avait déjà vidé 2 fois. Chaque fois, je lui ai demandé, il a expliqué. Et je l'ai cru. Cette fois, j'ai demandé à voir les relevés bancaires, et cela était apparemment impardonnable. Tu penses que je te vole? Sa voix avait cette platitude particulière qui était pire que des cris. Ce registre froid et silencieux qui signifiait que la performance était terminée. Tu penses que je ferais ça à ma propre femme? Je lui ai dit que je ne pensais rien. Je voulais juste voir les chiffres. Il a donné un coup de pied à l'armoire à côté de ma tête. Le son a fendu l'air et j'ai tellement tressailli que j'ai cogné mon épaule contre le comptoir en tombant. La douleur a traversé mes côtes du côté gauche. Vive, immédiate, différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Je ne pouvais pas respirer. Je me suis recroquevillé sur le sol et j'ai pressé ma main, essayant de me tenir. Carter m'a regardé. Quelque chose a traversé son visage, pas du regret, pas même de la reconnaissance. Il a juste vérifié son téléphone, l'a glissé dans sa poche, et a dit qu'il sortait. La porte d'entrée s'est refermée. Je suis resté allongé sur le sol de la cuisine et j'ai compté mes respirations. 1, 2, 3. La pluie continuait. Du fond du couloir est venu le son que je redoutais, le doux grincement d'une porte, le bruit de petits pas. Puis la voix de mon fils. Maman? Noah avait 5 ans. Il avait mes yeux et la mâchoire de Carter, et une façon d'incliner la tête quand quelque chose le préoccupait qui me serrait la poitrine à chaque fois. Il est apparu dans l'embrasure de la cuisine, dans son pyjama dinosaure, serrant le lapin en peluche avec lequel il dormait depuis l'âge d'1 an. Il m'a fixé sur le sol et n'a rien dit pendant un instant. J'ai essayé de sourire. Je vais bien, mon bébé. J'ai juste glissé. Il a regardé l'armoire. Il m'a regardé. Il avait 5 ans, mais il n'était pas dupe. Il avait trop entendu à ce moment-là. Je me suis détesté pour ça, pour tout ce qu'il avait entendu. Il s'est approché prudemment et s'est assis sur le sol à côté de moi, appuyant son petit dos contre l'armoire et se blottissant sous mon bras. Nous sommes restés comme ça un moment.
Je n'ai pas pleuré. Je m'étais entraîné à ne plus pleurer des mois auparavant parce que cela aggravait les choses. Après quelques minutes, Noah a fouillé dans la poche de son pyjama assez petit. Pyjamas ont les plus petites poches et a sorti mon téléphone portable. Je l'avais laissé sur la table basse avant le dîner. Je ne savais pas qu'il l'avait pris. Il me l'a tendu très sérieusement. « Appelle grand-père », a-t-il dit. Je l'ai regardé. « Grand-père arrange les choses », a-t-il dit. C'est ce que grand-père fait. Mon père, roi Canaan, n'était pas un homme riche. C'était un professeur d'histoire de lycée à la retraite de Portland qui conduisait un camion de 12 ans, cultivait des tomates dans son jardin, et appelait tous les dimanches à 7h30 sans faute. C'était la personne la plus constante que j'ai jamais connue. Quand ma mère est décédée pendant ma 3e année de collège, il a réuni l'argent pour mes 2 derniers semestres en vendant son bateau de pêche, qu'il aimait plus que presque tout au monde. Il ne me l'a jamais dit directement. Je l'ai découvert des années plus tard par ma tante. Carter ne l'avait jamais aimé. Il disait que mon père était critique. Et que chaque visite le laissait se sentir surveillé. J'avais lentement, au cours de notre mariage, cessé d'inviter mon père à des événements. Cessé de répondre à ses appels du dimanche devant Carter. J'avais appris à le rappeler depuis le parking de l'hôpital, parlant vite, guettant la voiture de Carter. Noah n'avait rencontré mon père qu'une poignée de fois. Il se souvenait de chacune d'elles. J'ai regardé mon fils, assis sur le sol de la cuisine dans son pyjama dinosaure, me tendant mon téléphone comme quelque chose de sacré, et j'ai senti que ce qui me retenait cédait. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie. Il était après 22 heures. Il a semblé immédiatement alerte. La façon dont les parents le sont quand quelque chose ne va pas. « Papa », ai-je dit, et puis je n'ai rien pu dire d'autre pendant un moment. Il ne m'a pas demandé d'expliquer. Il a dit, « Quelle est l'adresse, ma chérie ?» Je lui ai dit. Il a dit, « Ferme la porte de la chambre à clé. Ne l'ouvre pas avant que je frappe 3 fois. Je pars tout de suite. » Le trajet de Portland à Seattle est de 3 heures par beau temps. Mon père l'a fait en un peu moins de 2 heures et demie. Je ne sais pas à quelle vitesse il a conduit. Je n'ai jamais demandé. Noah et moi nous sommes enfermés dans la chambre, et je me suis assise contre la porte, mon bras autour de lui et de son lapin, et nous avons attendu. Mes côtes me faisaient mal chaque fois que je prenais une grande inspiration. J'étais presque certaine qu'au moins une était fissurée. J'avais traité suffisamment de patients pédiatriques pour savoir ce que ce genre de douleur signifiait. J'ai juste respiré à travers et j'ai tenu mon fils et j'ai compté les minutes. Carter n'est pas revenu cette nuit-là. Cela aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela, cela m'a rendu plus effrayé, de la manière dont le silence après une tempête semble parfois pire que la tempête elle-même. Mon père a frappé 3 fois à minuit 47 du matin. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu, cheveux gris et fatigué, toujours dans la chemise en flanelle qu'il avait dû prendre sur le dossier d'une chaise en partant, ses yeux allant immédiatement vers mon côté où je me tenais, j'ai finalement éclaté en sanglots. Je ne pouvais plus m'arrêter. Il m'a tenu longtemps. Puis il a tenu Noah, qui s'est endormi sur son épaule en environ 4 minutes. Il a posé mon fils sur le lit et l'a couvert avec la couverture, puis il est revenu à l'embrasure de la porte, m'a regardé et a dit « Raconte-moi tout. » Je lui ai tout raconté. Cela a pris beaucoup de temps. Je lui ai parlé de l'argent, du compte d'épargne, des fois précédentes où Carter m'avait bousculé ou attrapé par le bras ou jeté quelque chose assez près pour me faire tressaillir. Je lui ai parlé des amis que j'avais cessé de voir, et des appels du dimanche auxquels j'avais répondu dans les parkings.
Je lui ai parlé de la façon dont je m'étais convaincu, encore et encore, que ce n'était pas si grave, que je pouvais gérer ça, que partir signifierait un échec. Mon père a tout écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Tu ne resteras pas ici une nuit de plus. » J'ai dit, « L'école de Noah. » Il a dit, « Je le conduirai à l'école depuis Portland si je dois le faire. » Nous avons fait 2 valises en 40 minutes. J'ai pris le lapin de Noah et sa couverture préférée, et son sac à dos avec ses livres scolaires. J'ai pris mes diplômes d'infirmière, nos passeports, et le dossier de documents que j'avais rassemblé des mois auparavant, presque sans me laisser savoir. Pourquoi, acte de naissance, dossier médical de Noah, notre certificat de mariage, le bail de l'appartement. Je les avais rassemblés et mis dans un dossier étanche au fond de mon placard. Une partie de moi se préparait. Même quand je me disais que non. Mon père a tout chargé dans son camion et nous sommes partis avant 2 heures du matin. Noah dormait sur la banquette arrière. J'ai regardé les lumières de Seattle disparaître dans le rétroviseur latéral et j'ai pressé ma main contre mes côtes et respiré. L'hôpital près de chez mon père l'a confirmé le lendemain matin. 2 côtes. Fêlées. Le docteur, une femme tranquille nommée docteur Okafor, m'a demandé 2 fois comment c'était arrivé. La deuxième fois qu'elle a demandé, elle a maintenu mon regard et n'a rien écrit, et j'ai compris qu'elle me donnait une chance. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai tout raconté. Elle a tout documenté. Elle a pris des photos, elle m'a donné une brochure pour le programme de défense des victimes de violences domestiques du comté, et le nom d'une avocate d'aide juridique à qui elle avait déjà référé des patients. Son nom était Margaret Solano et elle avait la réputation, a dit le docteur Okafor, de ne pas perdre. J'ai appelé Margaret Solano cet après-midi-là, depuis la table de cuisine de mon père, tandis que Noah dessinait des dinosaures à l'autre bout. Elle a décroché à la première sonnerie et sa première question a été « Êtes-vous en sécurité en ce moment ?» J'ai regardé mon père debout devant la cuisinière, préparant de la soupe. J'ai regardé Noah dessiner un stégosaure. Oui, ai-je dit. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que je le suis. Ce qui a suivi n'a pas été un processus simple. Je veux être honnête à ce sujet. Il n'y a eu rien de cinématographique dans les semaines suivantes. Ce furent des paperasses, des appels téléphoniques et l'apprentissage d'un nouveau vocabulaire. Je n'avais jamais voulu connaître les ordonnances de protection, les gels d'actifs, les requêtes en garde d'enfants, et les déclarations financières. C'était Noah qui demandait où était papa et moi qui lui disais que papa s'occupait de certaines choses, et regardait mon fils accepter cette réponse. D'une manière qui me disait qu'il s'attendait à quelque chose de similaire. Depuis longtemps. C'était la partie qui me défaisait silencieusement à chaque fois. Carter, pendant ce temps, a fait ce que Carter faisait toujours quand il était acculé. Il a joué un rôle. Il a appelé, d'abord avec des excuses. Il a dit qu'il avait été sous une pression énorme et qu'il m'aimait, et que rien de tel ne se reproduirait jamais. Les appels ont été enregistrés avec les conseils de Margaret. Puis il est passé à la colère. Il m'a envoyé des SMS disant que j'avais brisé notre famille, que j'utilisais Noah comme une arme, que je le regretterais. Ces messages ont également été conservés. Puis il est resté silencieux. Pendant 10 jours, ce qui, selon Margaret, est la période où les gens sont généralement les plus dangereux, et pendant ces 10 jours, j'ai mal dormi et j'ai laissé la lumière du porche allumée, et j'étais reconnaissante de la présence de mon père dans la maison. Puis Margaret m'a appelé un jeudi matin. Avec un ton particulier dans la voix, le ton de quelqu'un qui a trouvé quelque chose. Pouvez-vous venir à mon bureau aujourd'hui, dit-elle. Il y a des choses que vous devriez voir en personne. Mon père m'a conduite. Nous étions assis en
Face de Margaret, dans son petit bureau encombré de livres, et elle a ouvert un dossier sur son bureau. Au cours des 2 dernières semaines, dit-elle, j'ai fait examiner les dossiers financiers que nous avions assignés par un expert comptable judiciaire. Je dois vous expliquer ce que nous avons trouvé. Le compte d'épargne commun n'avait pas simplement été vidé par de mauvaises décisions. L'argent, mon argent, presque entièrement, puisque Carter avait été employé de manière intermittente pendant les 2 dernières années, malgré ses histoires de contrats et de clients, avait été transféré via une série de transactions vers un compte détenu par une société à responsabilité limitée appelée Meridian Lifestyle Solutions LLC. L'entreprise avait été incorporée il y a 18 mois. Carter n'était pas le propriétaire enregistré. La propriétaire officielle était une femme nommée Danielle Park. Qui est Danielle Park, a demandé mon père. Margaret a tourné son ordinateur portable pour nous montrer. J'ai regardé la photographie sur l'écran et j'ai senti le sol bouger légèrement sous moi. Elle avait la fin de la vingtaine. Je l'ai reconnue comme quelqu'un que Carter avait mentionné une fois, avec désinvolture, comme une ancienne collègue d'un emploi de consultant qu'il avait eu avant que nous soyons mariés. J'avais vu son nom dans son téléphone 2 fois, et les 2 fois j'avais accepté son explication avant même d'avoir entièrement formulé la question. Ils sont en couple depuis environ 2 ans, a dit Margaret. Notre enquêteur l'a confirmé. Elle a continué, observant mon visage. Il y a plus. Elle a glissé une photographie sur le bureau. Elle avait été prise avec un long objectif, flou mais indubitable. Carter et Daniel, devant un immeuble à belle vue. Il avait une clé. À côté de lui, Daniel tenait la main d'un petit enfant, un garçon, peut-être de 3 ans. L'air a quitté la pièce. Il a un fils, a dit Margaret doucement, avec elle. L'enfant semble avoir environ 3 ans. Nous sommes toujours en train de confirmer les détails, mais la chronologie correspond à la 2e année de votre mariage. J'ai regardé la photographie longtemps. Mon père a posé sa main sur la mienne sur la table et n'a rien dit. 3 ans de mariage. Noah avait 5 ans. Ce qui signifiait que pendant que j'allaitais, cuisinais, croyais à ses explications et lui remettais chaque dollar de l'argent de l'assurance vie de ma mère, que j'avais dit à Carter être pour notre avenir, il construisait une vie séparée, un foyer parallèle, une vraie famille à Bellevue, à 20 minutes de notre appartement, avec une femme dont le nom, j'avais été entraîné à l'accepter sans poser de questions. Et Meridian Lifestyle Solutions, a poursuivi Margaret, était le mécanisme. La société est essentiellement une coquille. Elle a une adresse d'agent enregistrée et presque aucune activité, mais elle a reçu des transferts directs totalisant 94 000 $ de vos comptes sur 18 mois. Nous pensons qu'elle a été utilisée principalement pour payer le loyer de l'appartement de Bellevue et financer leurs dépenses personnelles à tous les deux. 94 000 $. L'assurance vie de ma mère. Les économies que j'avais bâties grâce à des doubles car et des rotations de vacances, et 3 ans à choisir de ne pas dépenser d'argent pour des choses que je voulais. Tout cela canalisé, discrètement et systématiquement, vers une autre femme et un autre enfant. Je me suis assise dans le bureau de Margaret et j'ai pris la même décision que Sophia dans cette histoire, la même décision que toute femme dans cette position finit par devoir prendre, celle qui survient quand il ne reste rien à perdre, sauf la vérité. J'ai dit, je veux aller jusqu'au bout. Margaret a hoché la tête comme si elle attendait cela. L'ordonnance de protection avait déjà été déposée et accordée. Le gel des avoirs est passé la même semaine, couvrant tous les comptes joints et tous les comptes que Carter avait ouverts au cours des 3 dernières années. Quand il est tombé, son téléphone a recommencé à sonner de mon côté. D'abord confus, puis scandalisé, puis brièvement, faussement, calme.
Chaque message a été transmis à Margaret. La mère de Carter, Eleanor Wills, m'a appelé un dimanche. J'avais toujours trouvé Eleanor difficile, une femme qui aimait son fils d'une manière particulière qui refuse de le voir clairement. Elle est apparue chez mon père sans prévenir un dimanche après-midi, et mon père l'a laissée entrer parce que c'est un homme qui croit qu'il faut écouter les gens. Elle s'est assise à la table de la cuisine et m'a dit que j'avais détruit son fils. Elle m'a dit que Noah avait besoin de son père. Elle m'a dit que Carter avait fait des erreurs. Elle l'a dit exactement comme ça, des erreurs, au pluriel mais minimisé, mais qu'il était un homme bon au fond, et que je l'avais poussé à ses limites en le questionnant comme je l'avais fait. Je l'avais poussé. J'ai écouté Eleanor Wills me dire que j'avais poussé son fils à me faire les deux côtes, et quelque chose en moi est devenu très calme et très clair. J'ai dit: Eleanor, je vais vous demander de partir maintenant. Elle a dit: vous regretterez d'avoir traité cette famille de cette façon. Mon père l'a raccompagnée à la porte. Elle a laissé une trace de café sur la table, d'une tasse qu'elle n'avait jamais touchée. 2 jours plus tard, Carter fit sa dernière tentative. Il déposa une requête d'urgence par l'intermédiaire de son propre avocat, un homme nommé Douglas, affirmant que j'avais emmené Noah hors de l'État sans son consentement et que j'interférais avec ses droits parentaux. Il se listait comme le principal gardien et suggérait dans la déclaration que j'avais des antécédents d'instabilité émotionnelle liés au stress au travail. Margaret m'a lu la motion par téléphone. J'étais assise dans la salle de repos de l'hôpital de Portland, où j'avais pris des quarts d'infirmière à la journée. Et j'ai écouté le langage de Douglas concernant mon instabilité émotionnelle, et j'ai ressenti, pendant environ 30 secondes, la vieille peur familière. Puis j'ai pensé à ce que la motion de Carter exigeait. Cela exigeait qu'un juge nous examine tous les deux. Cela exigeait une audience. Cela exigeait des preuves. J'avais les photos de mes côtes du docteur Okafor. J'avais 4 mois d'appels enregistrés. J'avais les expertises financières. J'avais les SMS de Carter. J'avais Margaret. J'ai dit à Margaret, donnons-leur l'heure. Audience. L'audience était prévue pour un mercredi matin de février. Je suis monté de Portland la veille et j'ai logé chez une collègue qui avait un appartement près de Capitol Hill. Je n'ai presque pas dormi. Je suis resté allongé dans le noir. Et j'ai pensé à Noah, qui avait lentement, soigneusement commencé à s'installer chez mon père, qui dormait mieux, mangeait plus, qui était rentré de la maternelle la semaine dernière et avait parlé de sa maîtresse pendant 45 minutes. Ininterrompu, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. J'ai pensé au garçon sur la photo devant l'appartement de Bellevue, l'autre fils de Carter. J'avais commencé à penser à lui à ce moment-là, non pas avec colère. Car cet enfant n'avait rien fait, mais avec une tristesse particulière pour lui. Que l'homme qui tenait sa main était le même homme qui m'avait jeté sur le sol d'une cuisine. Le matin de l'audience, j'ai porté un blazer marine sur une chemise blanche, et j'ai attaché mes cheveux, et je me suis assise à la table du plaignant à côté de Margaret, et j'ai attendu. Carter entra avec Douglas. Il avait l'air différent, plus mince d'une manière qui n'était pas saine, avec une sorte de vide particulier chez quelqu'un qui a dépensé son énergie dans la colère. Il me regarda une fois, en s'asseyant, puis détourna le regard. Ce qui se passa au cours des 4 heures suivantes ne fut pas dramatique au sens cinématographique. Il n'y eut pas de musique, ni de foule haletante. Il y avait une juge nommée l'honorable Patricia Swan, qui portait des lunettes de lecture, posait des questions précises, et ne semblait pas impressionnée par le langage de Douglas sur l'instabilité émotionnelle. Il y avait les chiffres de l'expert comptable judiciaire, présenté noir sur blanc. Il y avait le rapport du docteur Okafor. Il y avait Margaret présentant les relevés de virements bancaires de mes comptes
vers Meridian Lifestyle Solutions et le bail de Bellevue au nom de Daniel Park, ainsi que les documents prouvant l'inscription de l'enfant dans une école maternelle de Bellevue, avec Carter Wills répertorié comme parent. Il y a eu un moment que je n'oublierai pas. La juge Swan a regardé Carter par-dessus ses lunettes de lecture, et lui a demandé, d'un ton entièrement dénué d'emphase, s'il pouvait expliquer les transferts du compte conjugal joint vers une LLC dont il prétendait n'avoir aucune connaissance. Carter a regardé Douglas. Douglas a fait un petit mouvement de la main. Carter a dit qu'il avait fait des investissements par l'intermédiaire d'un tiers. La juge Swan a dit, des investissements dans quoi? Carter a dit, des opportunités immobilières. La juge Swan a dit, je vois, et a noté quelque chose. L'arrangement temporaire de garde a été accordé en ma faveur cet après-midi-là, en attendant l'audience complète. Carter a obtenu un droit de visite supervisée, 2 heures par semaine, dans un centre de services familiaux. Le gel des actifs est resté. Margaret m'a dit par la suite que la procédure complète prendrait probablement encore 3 à 4 mois, et qu'elle était confiante quant à notre position. Je suis sorti du tribunal dans un après-midi froid de février et j'ai appelé mon père. Il a décroché avant la fin de la première sonnerie. J'ai pu entendre Noah en arrière-plan demander si maman avait appelé. Dis-lui oui, ai-je dit. Dis-lui que maman a appelé. Les mois qui ont suivi furent les plus difficiles, non pas de façon dramatique, ni aiguë, mais longs et exigeants. J'ai fait des allers-retours entre Portland et Seattle pour les rendez-vous et les dépositions. J'ai pris des quarts d'infirmière partout où je pouvais en obtenir, et j'ai versé à mon père un loyer symbolique qu'il mettait dans une enveloppe et me rendait à Noël. Noah a commencé le CP dans une école à 3 pâtés de maison de chez mon père. Et s'est fait un meilleur ami nommé Tobias, obsédé par les volcans, et voir mon fils devenir quelqu'un qui avait un meilleur ami obsédé par les volcans fut l'une des choses qui m'a fait tenir quand les dépositions étaient mauvaises. Carter, par l'intermédiaire de Douglas, a continué d'essayer de tout recadrer. Il a suggéré dans ses dépositions que j'aliénais Noah de son père, que j'avais fabriqué des preuves d'abus financiers, que l'expert comptable judiciaire opérait en dehors des méthodologies appropriées. Douglas était un avocat compétent, et il n'a pas abandonné facilement. Margaret était meilleure, et elle n'a pas abandonné du tout. Le procès complet a été programmé pour mai. À ce moment-là, grâce à la phase de découverte, nous avions confirmé des informations supplémentaires. Daniel Park était au courant. Depuis au moins 18 mois que Carter était marié. Elle avait signé des documents pour la LLC Meridian en tant que propriétaire officiel, ce qui signifie qu'elle avait agi en tant que participante volontaire dans la structure financière. Margaret l'a ajouté à une plainte civile distincte pour complot en vue de commettre une fraude financière. Lorsque cette plainte a été déposée, quelque chose a craqué. Daniel Park a engagé son propre avocat, séparé de Douglas, et l'avocat de Daniel Park, 3 semaines avant le procès, a contacté Margaret avec une offre. Son client, a dit l'avocat, était prêt à fournir un compte-rendu complet et signé de toutes les transactions via Meridian Lifestyle Solutions, y compris les dates, les montants et les objectifs, en échange d'être nommé partie coopérante, plutôt qu'un principal défendeur dans l'affaire civile. Margaret m'a appelé. Elle est prête à témoigner, a dit Margaret, de tout. Elle dit que Carter lui a dit que vous étiez déjà séparés quand ils se sont mis ensemble. Elle dit qu'elle n'a pas compris toute l'étendue des choses avant que la LLC ne soit établie, mais qu'elle en savait assez, et qu'elle est prête à le mettre par écrit. Je suis resté un instant avec cette pensée. J'ai pensé à une femme, à la fin de la vingtaine, qui avait cru la version d'un homme sur son mariage, ou avait choisi de la croire, ou avait cessé de se soucier de la vérité en cours de route. J'ai pensé à son fils, le fils de Carter, qui avait maintenant 3 ans, et
dont la vie était également bouleversée par ce que son père avait construit. J'ai dit, dites à son avocat que nous y réfléchirons. Nous avons accepté. L'accord de coopération. Ce que Daniel a fourni était, comme l'a dit Margaret, la clé de voûte. Un compte rendu signé et détaillé de la façon dont mon argent avait circulé, où il était allé, ce qu'il avait financé. Carter avait dit à Daniel, selon son récit, que l'argent provenait d'un règlement qu'il ne pouvait divulguer. Elle l'avait cru, ou du moins en grande partie. Quand elle a cessé de le croire, elle avait déjà signé suffisamment de documents pour se sentir impliquée. Le procès a duré 3 jours. J'ai témoigné pendant la majeure partie du 2e jour. J'ai dit la vérité, avec constance et exhaustivité, comme je l'avais pratiqué. Avec Margaret, sans performance et sans excuse. L'avocat de Carter m'a contesté à plusieurs reprises sur la question de savoir pourquoi j'étais resté dans le mariage si les conditions étaient telles que je les décrivais. J'ai répondu honnêtement, parce que j'avais cru que ça irait mieux, puis parce que j'avais peur, puis parce que je pensais que partir ferait du mal à Noah, et enfin parce que mon fils s'était assis sur le sol de la cuisine et m'avait tendu un téléphone en disant « Grand-père arrange-les choses ». Il y avait une femme au 2e rang de la galerie qui a couvert sa bouche. Quand j'ai dit ça. Le verdict sur les accusations criminelles ou agression. Fraude financière, fraude par virement bancaire est tombé un jeudi après-midi. Carter a reçu 42 mois pour les chefs d'agression et de fraude, avec une responsabilité civile supplémentaire sur le jugement financier. Daniel Park a reçu une peine avec sursis et un statut de coopération formelle. Avec 5 ans de probation sous surveillance. Elle a déménagé, m'a-t-on dit plus tard, à Tucson avec son fils. Je ne lui souhaitais pas exactement du bien, mais je ne lui souhaitais pas de mal. La mère de Carter, Eleanor, était présente pour le verdict. Elle a quitté la salle d'audience sans me regarder. Je n'ai pas exigé qu'elle me regarde. Je suis sorti du palais de justice pour la 2e fois, cette fois dans un après-midi de mai qui était vraiment chaud. Un chaud de printemps à Seattle. Et mon père m'attendait en bas des marches avec Noah, à qui on avait dit que nous allions fêter quelque chose d'important. Noah a couru les marches et a attrapé mes mains. On a gagné, maman, a-t-il demandé. J'ai regardé mon fils, élève de CP, porteur de lapin, ami de Tobias qui aime les volcans, le garçon qui s'était assis sur le sol de la cuisine, s'était blotti sous mon bras et m'avait tendu un téléphone. Oui, ai-je dit. On a gagné. A-t-il dit. On peut avoir une pizza. Mon père a ri. Le son de son rire s'est élevé dans l'air de mai, et je m'y suis accroché. C'était il y a 2 ans. Il y a des choses que je sais maintenant, que je ne savais pas alors, des choses que je veux dire à quiconque est allongé sur un sol. Quelque part, comptant ses respirations et se disant qu'il peut gérer ça. La première est que le silence ne protège jamais personne. Je suis resté silencieuse pendant 3 ans parce que je croyais que le silence maintiendrait la paix, protégerait Noah, prolongerait l'intervalle entre les éruptions de Carter. Ça n'a jamais été le cas. Le silence a nourri la chose. Elle a grandi dans le calme. La seule chose qui l'a arrêtée, c'est la nuit où j'ai cessé d'être silencieuse, c'est-à-dire la nuit où mon fils m'a tendu un téléphone et où j'ai appelé mon père, ce qui signifie que la seule chose qui l'a arrêté a été de demander enfin de l'aide. La deuxième est que vous ne pouvez pas rester pour vos enfants. J'ai longtemps cru que partir ferait plus de mal à Noah que de rester. Je le regarde maintenant, en 2e année, plus grand, plus bruyant, qui s'endort sans peur et parle de son instituteur, de son meilleur ami et de ses opinions sur les dinosaures avec une confiance que je ne me souviens pas qu'il ait eue auparavant, et je comprends que ce dont les enfants ont besoin, ce n'est pas d'un foyer intact. Ils ont besoin d'un parent qui n'a pas peur. La 3e chose, et c'est celle à laquelle j'ai le plus réfléchi, c'est que ce qui se passe après est aussi à
vous de le façonner. La guérison n'est pas passive. Je l'ai choisi activement. Chaque jour, de petites et de grandes manières. Je suis retourné à plein temps. En tant qu'infirmière dans un hôpital pour enfants à Portland. J'ai rejoint un groupe de soutien par les pairs pour les survivantes de violences domestiques, et après un an de participation, j'ai commencé à co-animer. Je m'asseyais avec des femmes dans des pièces qui sentaient le café et le tapis. Institutionnel, j'écoutais des histoires différentes des miennes et pourtant exactement pareilles, et je leur disais ce que mon fils m'avait dit, demandé. De l'aide n'est pas une faiblesse. C'est l'instinct le plus puissant que nous ayons. C'est ce qui nous sauve quand nous le permettons enfin. L'automne dernier, mon père a construit à Noah un potager surélevé dans le jardin. Ils ont planté des tomates ensemble, de la manière dont mon père a toujours cultivé des tomates, et Noah est rentré avec de la terre sur les genoux. Et une expression de fierté absolue, et a dit qu'ils allaient avoir les meilleures tomates de tout le quartier. Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine et je les regardais dans la lumière de fin d'après-midi. Mon père, la main sur l'épaule de mon fils, lui montrant comment presser la terre autour de la base de la plante, et j'ai pensé à la nuit où je l'ai appelé. Depuis le sol de cet appartement, la façon dont il a dit, quelle est l'adresse, ma chérie? La façon dont il n'a pas hésité. Je suis quelqu'un qui sait, maintenant, ce que je vaux. Je l'ai appris à la dure, à travers la perte. Et la peur et une longue convalescence qui est toujours en cours, qui le sera. Probablement toujours de petites manières, mais je le sais. Ma valeur n'est pas négociable. La sécurité de mon fils n'est pas négociable. La vie que je construis pièce par pièce, jour après jour, plan de tomates par plan de tomates, est la mienne. Personne ne me l'enlèvera plus. Si une partie de ce que j'ai partagé aujourd'hui fait l'écho à quelque chose que vous portez en ce moment, s'il vous plaît, ne le portez pas seul. Parlez-en à quelqu'un. Appelez quelqu'un. Laissez quelqu'un venir. L'appel que vous avez peur de faire pourrait être celui qui change tout. Ce fut le cas pour moi. Qu'est-ce que cette histoire a évoqué en vous? J'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires. Vos mots comptent plus que vous ne le savez, et ils pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui.